pendant 25 ans, mes parents m'ont convaincu que j'étais malade, prenant chaque chèque de paie pour un traitement, pendant qu'ils finançaient la vie luxueuse de ma sœur. Puis un nouveau médecin a révélé leur mensonge avec un simple test sanguin. Je n'ai pas eu le droit de conduire seul depuis mes 16 ans, non pas parce que je suis une mauvaise conductrice, je n'ai même jamais eu la chance de le prouver d'une manière ou d'une autre. C'est parce que je suis malade. Je l'ai toujours été, je le serai toujours, selon mes parents du moins. C'est ce que je croyais jusqu'à il y a 3 semaines. Je m'appelle Manon et j'ai 28 ans. Je devrais probablement le mentionner d'emblée, car la plupart des gens supposent que je suis beaucoup plus jeune quand ils me voient entrer en traînant les pieds dans un énième cabinet médical, agrippé au bras de ma mère comme une fragile poupée de porcelaine. Manon, chérie, souviens-toi de ce que le docteur Fournier a dit à propos de tes niveaux de fer, dit maman alors qu'elle se gare devant le centre médical. Sa voix a cette inquiétude travaillée qui sonne si authentique, les autres personnes commentent toujours quelle mère dévouée elle est. Je hoche la tête docilement. J'ai hoché la tête docilement toute ma vie. La salle d'attente sent le désinfectant et le désespoir. J'ai passé plus de temps dans des endroits comme celui-ci que la plupart des gens ne passent à leur travail, ce qui est ironique étant donné que j'arrive à peine à garder de l'argent des emplois que je parviens à conserver. Chaque chèque de paie va à ton traitement, ma chérie, me rappelle toujours papa quand je pose des questions sur mes finances. Nous sommes juste reconnaissants de pouvoir nous occuper de toi. Pendant ce temps, ma sœur cadette, Camille, vient de rentrer de son 3e voyage en Europe cette année. Elle n'arrêtait pas de poster à ce sujet sur Instagram, sac de créateur, hôtel 5 étoiles, brunch au champagne, tout cela financé par la gestion budgétaire rigoureuse de mes parents, apparemment. Manon Dupont appelle une infirmière. Ce rendez-vous est différent, cependant. Ce n'est pas l'un de mes spécialistes habituels, le cardiologue, l'endocrinologue, l'hématologue qui surveille mon état depuis plus d'une décennie. C'est juste un examen physique de routine pour un nouveau travail temporaire que j'ai réussi à décrocher, une exigence de base, rien d'extraordinaire. Le docteur Moreau est plus jeune que mes médecins habituels, peut-être la quarantaine, avec des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique. Il n'a pas ce regard-là que j'ai l'habitude de voir lorsque les professionnels de la santé parcourent mon épais dossier de mots. Alors, Manon, parlez-moi de vos symptômes actuels, dit-il en s'installant sur sa chaise en face de moi. Je me lance dans ma liste bien rodée, fatigue chronique, rythme cardiaque irrégulier, tension artérielle basse, anémie, possibles problèmes auto-immuns. Attendez, il lève la main, fronçant les sourcils devant son écran d'ordinateur. Je regarde vos récents résultats de laboratoire du cabinet du docteur Fournier, et je ne vois aucun de ces marqueurs. Mon estomac fait un petit bond. Que voulez-vous dire? Vos analyses de sang du mois dernier montrent des niveaux de fer normaux, un nombre de globules blancs normal, tout est normal. Il clique sur plusieurs écrans. En fait, ces résultats sont plutôt bons. Meilleurs que la plupart des gens de votre âge. J'ai l'impression que la pièce bascule légèrement. Mais je suis anémique depuis l'âge de 12 ans. Selon quoi? La question reste en suspens. Je réalise que je ne sais pas vraiment. Je n'ai jamais vu les résultats des tests moi-même. Maman s'occupe toujours de tous les papiers médicaux, dit que c'est trop stressant pour moi de m'en inquiéter. Mes parents, ils ont toujours géré mes soins médicaux. L'expression du docteur Moreau devient plus préoccupée. Manon, j'aimerais faire un bilan complet aujourd'hui, juste pour être minutieux. Est-ce que ça vous va? Je veux dire oui, mais j'entends la voix de maman dans ma tête, ne laisse jamais les médecins faire des tests inutiles, chérie. Ils essaient juste de gagner de l'argent sur notre situation. Je devrais probablement vérifier avec mes parents d'abord. Vous avez 28 ans, dit-il doucement. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour des soins médicaux. Les mots me frappent comme un coup physique. Quand est-ce que quelqu'un m'a rappelé pour la dernière fois que j'étais une adulte? Quand est-ce que j'ai pris pour la dernière fois une décision concernant mon propre corps? D'accord, je murmure. Faisons les tests. Pendant que l'infirmière me prélève du sang, je pense à la dernière story Instagram de Camille. Elle est dans un restaurant branché du centre-ville, le genre d'endroit où un repas coûte plus cher que ce que je gagne en une semaine. La légende dit, je fête ma promotion. Camille travaille à temps partiel dans une boutique. Je travaille à plein temps comme assistante administrative, quand ma santé le permet. Pourtant, c'est elle qui fête les promotions et les vacances européennes. Le docteur Moreau revient avec un presse-papier. Les résultats devraient être prêts d'ici demain après-midi. Je vous appellerai directement.
N'appelez-vous pas habituellement le contact d'urgence, je demande. Mes parents sont listés. Seulement si vous êtes mineur ou incapable. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Il me tend une carte avec son numéro direct. Manon, puis-je vous demander quelque chose? Quand vous êtes-vous senti vraiment en bonne santé pour la dernière fois? Pas seulement bien, mais réellement énergique et forte? J'ouvre la bouche pour dire jamais, mais ensuite je me souviens, la semaine dernière, j'étais seul à la maison pendant quelques heures pendant que mes parents faisaient des courses. Je me sentais normal, bien même. J'avais nettoyé toute la cuisine, réorganisé mon placard et j'avais encore de l'énergie. Mais quand ils sont rentrés et m'ont vu bouger autant, maman a immédiatement commencé à s'agiter en disant que j'en faisais trop. Je ne suis pas sûr, je lui dis honnêtement. Il hoche la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Je vous appellerai demain. En marchant vers la voiture, je me sens différente, comme si quelque chose avait changé, même si je ne peux pas mettre le doigt dessus. Maman attend sur le siège conducteur, faisant défiler son téléphone. Comment ça s'est passé, chérie? Le docteur Moreau a-t-il compris votre état? Il a fait quelques tests, dis-je prudemment. Quel genre de test? J'aurais dû entrer avec toi. Tu sais comme tu te perds dans la terminologie médicale. Pour la première fois de ma vie, je ne m'excuse pas d'avoir potentiellement mal compris quelque chose. Au lieu de cela, j'attache simplement ma ceinture de sécurité et regarde par la fenêtre. Mon téléphone vibre avec un texto de Camille, dîner de famille dimanche. Maman fait ta soupe préférée puisque tu as l'air si pâle ces derniers temps. J'ai eu l'air pâle toute ma vie, selon eux. Mais assise ici maintenant, j'aperçois mon reflet dans le rétroviseur latéral. Mes joues ont réellement de la couleur. Mes yeux semblent plus brillants que dans mon souvenir. Le docteur Moreau a dit qu'il appellerait demain. 24 heures pour savoir si tout ce que j'ai cru sur moi-même est vrai, ou si tout cela n'a été qu'un mensonge. L'appel arrive à 14h17, alors que je classe des demandes d'assurance au travail. Je manque de ne pas répondre parce que maman dit toujours que les appels téléphoniques pendant les heures de travail ne sont pas professionnels, mais quelque chose me pousse à décrocher. Manon, c'est le docteur Moreau. Avez-vous quelques minutes pour parler en privé? Mon cœur commence à s'emballer. Est-ce une mauvaise nouvelle? En fait, c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Vos analyses de sang sont parfaites. Tout, fer, vitamines, fonction thyroïdienne, marqueurs immunitaires, tout est complètement normal. En fait, vous êtes en meilleure santé que la plupart des gens que je vois. Le classeur semble soudainement supporter tout mon poids. Ça ne peut pas être vrai. J'ai fait le test 2 fois pour être sûr. Manon, j'ai besoin de vous demander quelque chose, et je veux que vous réfléchissiez attentivement. Qui vous a diagnostiqué une anémie et ses autres affections? Le docteur Fournier. C'est mon médecin depuis que j'ai 12 ans. J'ai appelé le cabinet du docteur Fournier ce matin. Il a pris sa retraite il y a 8 ans. Le cabinet n'a aucune trace de traitement pour vous concernant des affections chroniques. La pièce commence à tourner. Mais j'ai tous les papiers. Mes parents ont des dossiers pleins de résultats de tests et de plans de traitement. Pouvez-vous apporter ces dossiers? J'aimerais y jeter un œil. Je raccroche et fixe mon écran d'ordinateur, mais les chiffres se brouillent. Julien, mon collègue de bureau, roule sa chaise vers moi. Ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Julien travaille ici depuis plus longtemps que moi, et c'est l'une des rares personnes qui ne me traite pas comme si j'étais en vert. Peut-être parce qu'il ne connaît pas tout mon dossier médical. Puis-je te demander quelque chose de bizarre? Je dis. Tu te souviens quand j'ai postulé pour ce poste de superviseur l'année dernière? Oui, tu aurais été parfaite pour ça. J'ai été surpris quand ils ont dit que tu n'étais pas éligible. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Ils froncent les sourcils. Quelque chose à propos de tes restrictions médicales. Les RH ont dit que tes contacts d'urgence avaient fourni des documents sur tes limitations. Il fait une pause. Pourquoi? Mes contacts d'urgence. Mes parents, n'est-ce pas? Ils sont listés comme tes contacts principaux dans le système. Je me sens mal, mais pas le genre de mal qu'on m'a dit que j'avais toute ma vie. C'est différent. C'est le malaise que l'on ressent lorsque la réalité commence à s'effondrer autour de soi. Julien, peux-tu m'aider avec quelque chose? J'ai besoin de voir mon dossier RH. C'est contre le règlement. S'il te plaît. Je pense que quelque chose ne va vraiment pas,
il étudie mon visage pendant un long moment, puis jette un coup d'œil autour du bureau. Viens. Sophie est à déjeuner. Le bureau des RH est vide. Julien ouvre mon dossier sur l'ordinateur de Sophie pendant que je surveille à la porte. Voici les documents médicaux, dit-il en faisant défiler. Soumis par. Il s'arrête. C'est bizarre. Ce n'est pas d'un médecin. C'est une lettre de tes parents indiquant que tu as plusieurs affections chroniques qui t'empêchent de travailler plus qu'à temps partiel ou d'assumer des responsabilités stressantes. Laisse-moi voir ça. La lettre est dactylographiée sur du papier ordinaire, signée par maman et papa. Pas d'entête médicale, pas de signature de médecin, pas de code de diagnostic officiel. Juste leur parole que je suis trop malade pour progresser dans ma carrière. Manon, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les aménagements médicaux, dit Julien doucement. Il devrait y avoir des documents officiels de ton médecin. Je prends une photo de la lettre avec mon téléphone. Peux-tu l'imprimer? Je ne devrais pas. Julien, je pense que mes parents me mentent sur le fait d'être malade depuis 16 ans. Ses yeux s'écarquillent. C'est insensé. Pourquoi ferait-il ça? Je ne sais pas encore. Il imprime la lettre et me l'attend. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai besoin de voir ces dossiers médicaux à la maison. Le trajet jusqu'à la maison semble éternel. Je ne cesse de penser à toutes les fois où j'ai été trop fatigué pour sortir avec des collègues, trop faible pour voyager, trop fragile pour une vraie relation. Combien d'opportunités ai-je manqué parce que je croyais que j'étais mourante? La maison est vide quand j'arrive. Maman est à son club de lecture, papa est au travail, et Camille fait probablement du shopping avec de l'argent qui devrait être le mien. Je me dirige directement vers le classeur dans le bureau de papa. Le dossier médical est épais, comme je m'en souvenais. Mais maintenant, je le regarde avec des yeux différents. J'étale tout sur le bureau et commence à lire. La première chose que je remarque, ce sont les signatures. La signature du docteur Fournier semble différente sur divers documents. Parfois, c'est une écriture cursive soignée, parfois, c'est une écriture d'imprimerie désordonnée. Je sors mon téléphone et cherche « Docteur Fournier retraité ». La notice nécrologique apparaît immédiatement. Le docteur Fournier est décédé il y a 9 ans. 9 ans, et j'ai des résultats de tests de sa part datés de l'année dernière. Mes mains tremblent alors que je feuillette d'autres papiers. Des flacons de médicaments avec des étiquettes qui semblent faites maison. Des résultats de laboratoire sans en-tête officielle. Des plans de traitement qui font référence à des affections que je ne peux même pas prononcer. Manon, chérie, qu'est-ce que tu fais? Je me retourne vivement. Maman est dans l'embrasure de la porte, tenant toujours son sac à main. Je cherchais mon acte de naissance, je mens. Dans les dossiers médicaux? Sa voix a une pointe que je n'avais jamais entendue auparavant. Je me suis trompé. Les dossiers se ressemblent tous. Elle s'approche et commence à rassembler les papiers. Tu sais que tu n'es pas censé te stresser avec les papiers médicaux. C'est pour ça que papa et moi nous occupons de tout. Maman, quand as-tu parlé pour la dernière fois au docteur Fournier? Elle se fige une fraction de seconde. Quelle drôle de question. Il est mort. Il est mort il y a 9 ans. Le silence s'étire entre nous comme un gouffre. Le visage de maman passe par plusieurs expressions, surprise, calcul, puis ce masque inquiet familier. Oh, chérie, tu es confuse. Nous sommes passés au docteur Dubois après la retraite du docteur Fournier, tu te souviens? Ton état rend difficile de suivre ces choses parfois. Mais je ne suis plus confuse. Pour la première fois de ma vie, je vois clairement. Je veux voir les coordonnées du docteur Dubois. Manon, tu t'énerves. Ce n'est pas bon pour ton cœur. Mon cœur va bien. Mes analyses de sang sont parfaites. Je ne suis pas malade, n'est-ce pas? La question reste en suspens comme une bombe sur le point d'exploser. Le sourire de maman ne vacille jamais, mais quelque chose de froid scintille dans ses yeux. Bien sûr que tu es malade, ma chérie. Tu as toujours été notre fille spéciale qui a besoin de soins supplémentaires. Mais j'en ai fini d'être spécial. J'en ai fini d'être malade. J'en ai fini d'être leur mensonge. 3 jours plus tard, je fais semblant de dormir quand papa rentre du travail. Par la porte entr'ouverte de ma chambre, je le regarde se diriger directement vers son bureau. C'est ma chance. Je planifie ce moment depuis la confrontation avec maman. Elle me surveille comme un faucon, mais ce soir,
elle est à l'appartement de Camille pour l'aider à redécorer au plus tôt pour lui acheter de nouveaux meubles avec de l'argent qui devrait être le mien. La porte du bureau de papa est ouverte. Je l'entends brasser des papiers, probablement payer des factures. Je me glisse dans le couloir et jette un coup d'œil à l'intérieur. Et papa, puis-je emprunter ton ordinateur portable? Le mien déraille. Il lève les yeux, surpris. Bien sûr, ma chérie. Mais ne devrais-tu pas te reposer? Ta mère a dit que tu semblais agité tout à l'heure. Juste besoin de vérifier mes emails professionnels rapidement. Il fait glisser l'ordinateur portable sur son bureau. Ne te fatigue pas les yeux. Tu sais comment le temps d'écran affecte tes migraines. Je n'ai pas de migraine. Je n'en ai jamais eu. Mais je hoche la tête et prends l'ordinateur portable sur la table de la cuisine, d'où je peux le voir venir. Son site bancaire est toujours connecté. Mon cœur bat la chamade alors que je parcours des mois de transactions. La plupart semblent normales, hypothèque, charges, courses. Mais ensuite, je les vois. Des virements réguliers intitulés « Médical Manon », allant vers un compte que je ne reconnais pas, 2800 € le mois dernier, 3200 € le mois d'avant, remontant sur des années. Je fais des captures d'écran de tout et me les envoie par email, puis je creuse plus profondément. Le compte destinataire appartient à quelque chose appelé « Fonds fiduciaire PM ». Je cherche le numéro de compte et trouve d'autres virements. Cet argent est à nouveau déplacé, vers des comptes d'investissement et d'épargne. Manon, qu'est-ce que tu fais? Je claque l'ordinateur portable. Papa est dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Je vérifiais juste mes emails, comme je l'ai dit. Tu as l'air contrarié. Tu te sens bien? Je vais bien, papa. En fait, j'ai une question. Qu'est-ce que le fonds fiduciaire PM? Son visage devient complètement blanc. Où as-tu entendu ce nom? Je l'ai vu sur des papiers. Est-ce lié à mes frais médicaux? Manon, tu ne devrais pas regarder les documents financiers. Tu sais que les chiffres te perturbent. Les chiffres ne me perturbent pas. Je travaille dans la comptabilité, tu te souviens. À temps partiel, dit-il rapidement. À cause de tes limitations. Quelles limitations? Je me sens bien. Je me suis toujours senti bien. Chérie, tu t'énerves. Laisse-moi appeler ta mère. N'appelle pas maman. Parle-moi. Qu'est-ce que le fonds fiduciaire PM? Il s'assoit lourdement à la table de la cuisine. Pendant un instant, il semble plus vieux que ses 52 ans. C'est un fonds d'études pour Camille. Financé avec mes frais médicaux? Ce n'est pas si simple. Alors, simplifie. Il se frotte le visage des deux mains. Ta mère s'occupe des finances. Je fais juste ce qu'elle dit être le mieux pour la famille. Le mieux pour la famille, ou le mieux pour Camille? Manon, tu dois comprendre. Camille a des opportunités. Elle va loin. Elle a besoin. Elle a besoin de quoi? De mon argent? Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de la famille. Nous avons tellement dépensé pour tes soins au fil des ans, et Camille ne s'est jamais plainte des sacrifices. Quels sacrifices? Quels soins? Je ne suis pas malade. Les mots explosent hors de moi, plus fort que je ne le voulais. Papa sursaute comme si je l'avais frappé. Bien sûr que tu es malade. Tu as toujours été délicate. Depuis que tu es petite, tu as eu besoin. J'ai eu besoin de quoi? De quoi exactement ai-je eu besoin? Il ouvre la bouche, puis la ferme. L'ouvre à nouveau. D'une attention particulière, d'une surveillance. Ta mère sait mieux que quiconque à ce sujet. Maman n'est pas médecin. C'est ta mère. Elle te connaît mieux que personne. Je sors mon téléphone et lui montre la capture d'écran de la notice nécrologique du docteur Fournier. Le docteur Fournier est mort il y a 9 ans. Qui m'a traité? Papa fixe l'écran pendant un long moment. Il doit y avoir une erreur. La seule erreur, c'est de vous avoir cru, toi et maman, pendant 28 ans. J'entends une voiture dans l'allée. Maman rentre tôt. Manon, s'il te plaît, ne contrarie pas ta mère avec ses bêtises. Tu sais comme elle s'inquiète pour toi. Elle s'inquiète de se faire prendre. La porte d'entrée s'ouvre. Jean? Manon? Je suis rentré. Maman apparaît dans l'embrasure de la porte de la cuisine, jette un coup d'œil à nos visages,
et son expression se durcit. Qu'est-ce qui se passe ici? Manon a regardé les documents financiers, dit papa doucement. Je pensais que nous étions d'accord qu'elle ne devait pas se stresser avec les responsabilités d'adulte. J'ai 28 ans. Je me lève si vite que ma chaise racle le sol. Je ne suis pas une enfant. Et je ne suis pas malade. Baisse la voix, dit maman sèchement. Les voisins vont t'entendre. Tant mieux. Peut-être qu'ils devraient t'entendre. Manon, va dans ta chambre. Maintenant. Non. Le mot reste en suspens, comme si je venais de déclarer la guerre. Le visage de maman passe par une série d'expressions, choc, colère, puis quelque chose de calculateur. Tu fais une crise. C'est exactement pourquoi nous devons surveiller attentivement ton état. Quel état? Nomme-le. Donne-moi un diagnostic spécifique. Tu as de multiples affections qui nécessitent. Nomme-en une. Avec un code médical. D'un vrai médecin. Maman et papa échangent un regard. C'est rapide, mais je l'attrape. Le regard de deux personnes dont l'histoire s'effondre. Je pense, dit maman lentement, que nous devons prendre rendez-vous avec le docteur Dubois dès demain matin. Excellente idée. Quel est son numéro? Un autre regard entre eux. Je vais devoir le chercher, dit maman. Tu vas devoir l'inventer, tu veux dire. Manon. Ça suffit. Tu fais clairement une sorte de dépression. La seule chose qui s'effondre, c'est votre mensonge. J'attrape mon téléphone et me dirige vers les escaliers. Je vais dans ma chambre. Mais pas parce que tu me l'as dit. Parce que j'ai besoin de passer quelques appels. Qui appelles-tu? Demande papa. Je me retourne pour les regarder tous les deux. Ils se tiennent proches maintenant, unis contre moi, comme ils l'ont toujours été. Des gens qui peuvent m'aider à comprendre où sont passés 16 ans de mes chèques de paie. Le visage de maman pâlit. Manon, ta famille, nous ne ferions jamais. Vous l'avez déjà fait. Je monte les escaliers et verrouille la porte de ma chambre derrière moi. Mes mains tremblent alors que je compose le numéro de mon amie du travail, Léa. Elle répond à la deuxième sonnerie. Et, quoi de neuf? Léa, j'ai besoin d'aide. Je pense que mes parents me volent depuis des années, et je ne sais pas quoi faire. Quoi? Manon, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu venir? J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à comprendre certains documents financiers. Je serai là dans 20 minutes. Gare-toi un peu plus loin dans la rue. Et Léa, apporte ton ordinateur portable. Je pense que nous allons avoir besoin de faire des recherches. Après avoir raccroché, je m'assois sur mon lit et fixe la porte. Pour la première fois de ma vie, j'ai enfermé mes parents dehors. Ça ressemble à la liberté. Léa arrive avec son ordinateur portable et une boîte de beignets. C'est le genre d'ami qui apporte de la nourriture réconfortante dans les situations de crise sans qu'on le lui demande. Ok, montre-moi ce que tu as trouvé, dit-elle en s'asseyant en tailleur sur le sol de ma chambre. J'étale les relevés bancaires et les captures d'écran sur mon tapis. Regarde ces virements. Chaque mois, pendant des années. De l'argent étiqueté et médical. Manon va à ce fonds fiduciaire PM. Léa ouvre un site bancaire sur son ordinateur portable. PM. Camille Dupont? C'est ce que je pense. Manon, c'est insensé. De combien d'argent parle-t-on? Je sors ma calculatrice. D'après ce que je peux voir ici, au moins 200 000 € rien que sur les 6 dernières années. Oh la vache! Léa fixe les chiffres. C'est comme un acompte pour une maison. Plusieurs acomptes pour une maison. Ou des vacances européennes, des vêtements de marque et une BMW toute neuve. Attends, Camille conduit une BMW. Elle l'a eue pour son anniversaire l'année dernière. Maman a dit qu'ils économisaient. Léa se met à taper furieusement. Je cherche des avocats spécialisés dans l'abus financier. C'est de la fraude, Manon. Genre, une fraude criminelle grave. Un coup à ma porte nous interrompt. Manon? On peut parler? C'est maman. Je suis occupé. Chérie, je pense qu'il y a eu un malentendu. Ton père et moi voulons éclaircir les choses. Léa hausse les sourcils et mime, non. Je ne suis pas prête à parler pour l'instant, je réponds. Nous sommes une famille, ma chérie. Nous pouvons arranger ça ensemble.
Comme vous avez arrangé mes soins médicaux? Silence, puis des bruits de pas qui s'éloignent dans le couloir. Léa tourne son ordinateur portable vers moi. J'en ai trouvé une. Maître Leclerc. Elle est spécialisée dans l'abus financier familial. 5 étoiles dans les avis. Et regarde ce témoignage, elle m'a aidé à récupérer 150 000 € volés par ma propre mère. Devrais-je l'appeler? Et comment? Tu devrais l'appeler. Je compose le numéro avec des doigts tremblants. Ça tombe sur la messagerie vocale, mais je laisse un message détaillé expliquant ma situation. Et maintenant, je demande. Maintenant, on documente tout. Capture d'écran de chaque relevé bancaire, de chaque faux dossier médical, de chaque mensonge qu'ils ont raconté. Léa ouvre un nouveau document sur son ordinateur portable. On monte un dossier. Nous travaillons pendant 2 heures, organisant les preuves et faisant des recherches. Léa trouve des articles sur l'abus médical, l'exploitation financière et quelque chose appelé le trouble factice imposé à autrui. Écoute ça, dit-elle en lisant sur son écran. Les soignants produisent ou simulent délibérément des symptômes chez leurs dépendants pour attirer l'attention, la sympathie ou un avantage financier. Manon, c'est exactement ce que tes parents t'ont fait. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Ici Maître Leclerc. Je vous rappelle. Pouvez-vous parler? Oui, absolument. J'exerce le droit de la famille depuis 12 ans, et votre situation semble être l'un des cas d'abus financiers les plus complets que j'ai rencontrés. Pouvez-vous venir demain matin? J'aimerais examiner vos documents. Je serai là. Après avoir raccroché, Léa me sourit. Tu le fais vraiment. Je suis terrifié. Bien. Tu devrais l'être. C'est énorme. Elle ferme son ordinateur portable. Mais Manon, tu mérites de connaître la vérité. Tu mérites de récupérer ton argent. Et tu mérites de vivre ta propre vie. Le lendemain matin, je dis à mes parents que j'ai un rendez-vous chez le médecin. Ce n'est pas techniquement un mensonge. Je vais voir quelqu'un qui pourrait t'aider à guérir 16 ans de dommages. Le cabinet de Maître Leclerc se trouve dans un immeuble élégant du centre-ville. Elle est plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être la trentaine, avec des yeux vifs et une poignée de main ferme. Montrez-moi ce que vous avez, dit-elle sans préambule. J'étale mes preuves sur sa table de conférence, relevés bancaires, faux dossiers médicaux, capture d'écran, les documents des RH que Julien m'a aidé à trouver. Maître Leclerc examine tout méthodiquement, prenant occasionnellement des notes. Après 20 minutes, elle lève les yeux. Manon, c'est l'un des cas d'abus financiers les mieux documentés que j'ai vus. Vos parents vous ont systématiquement volé tout en vous convainquant que vous étiez trop malade pour gérer votre propre vie. Pouvons-nous le prouver? Nous pouvons plus que le prouver. Nous pouvons engager des poursuites. Elle sort un bloc-notes légal. Je vais recommander que nous fassions appel à un expert comptable judiciaire pour tracer chaque euro. Ensuite, nous allons calculer les dommages et intérêts, non seulement l'argent volé, mais aussi les opportunités perdues, la détresse émotionnelle, les dommages-intérêts punitifs. De combien parle-t-on? D'après ce que je vois ici, potentiellement un demi-million d'euros ou plus. Le chiffre me frappe comme un coup physique. Un demi-million. 16 ans de salaire volé, de frais médicaux frauduleux, de promotion de carrière perdue, d'intérêts et de pénalités. Vos parents n'ont pas seulement volé votre argent, Manon. Ils ont volé toute votre vie d'adulte. Que se passe-t-il ensuite? D'abord, nous documentons tout avec mon expert comptable judiciaire. Ensuite, nous confrontons vos parents avec une lettre de mise en demeure. S'ils ne coopèrent pas, nous déposons des plaintes au civil et au pénal. Pénal? Escroquerie, usurpation d'identité, abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Vos parents pourraient encourir une peine de prison sérieuse. Je m'affale sur ma chaise, submergé. Je voulais juste récupérer mon argent. Vous récupérez votre argent. Mais plus important encore, vous obtiendrez justice. Maître Leclerc se penche en avant. Manon, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Vos parents ont commis des crimes graves contre vous. Ils ont volé votre santé, votre indépendance, votre avenir. Cela a des conséquences. Et s'ils sont ma famille? La famille ne fait pas ça. Ce qu'ils vous ont fait est diabolique. Le mot reste en suspens. Diabolique.
Je n'ai jamais pensé à mes parents comme étant diaboliques. Juste contrôlants, surprotecteurs. Mais en regardant les preuves étalées sur cette table, je le vois clairement maintenant. Ils ont détruit ma vie pour leur propre bénéfice. Quand commençons-nous, je demande. Maître Leclerc sourit. Nous avons déjà commencé. J'appelle mon expert comptable judiciaire tout de suite. Il s'appelle Émile, et il va nous aider à suivre chaque euro que vos parents ont volé. Elle prend son téléphone. Émile, c'est Maître Leclerc. J'ai besoin que tu libères ton emploi du temps. J'ai une affaire qui va te mettre très en colère. Pendant qu'elle parle, je regarde par la fenêtre la ville en contrebas. Quelque part là dehors, mes parents planifient probablement le prochain voyage de shopping de Camille avec mon argent. Mais plus pour longtemps. Émile peut nous voir cet après-midi, dit Maître Leclerc après avoir raccroché. Êtes-vous prête à découvrir exactement combien vos parents vous doivent? Je pense à toutes les années où j'ai été trop malade pour vivre ma propre vie, à toutes les opportunités que j'ai manquées, aux rêves que j'ai abandonnés, à l'avenir qui m'a été refusé. Je suis prête. Bien. Parce qu'avant que nous ayons fini, vos parents vont souhaiter n'avoir jamais entendu parler de frais médicaux. Le bureau d'Émile ressemble à une unité d'enquête de la police scientifique, 3 moniteurs, des piles de documents financiers et un tableau blanc couvert de chiffres et de flèches reliant différents comptes. Vos parents sont sophistiqués, dit-il en montrant un organigramme qu'il a créé. Ils n'ont pas seulement volé votre argent, ils l'ont blanchi via plusieurs comptes pour brouiller les pistes. Maître Leclerc se penche en avant. Montrez-lui la chronologie. Émile affiche une feuille de calcul. Ça a commencé quand vous aviez 12 ans. De petites sommes au début, 200 € par-ci, 3 cents par-là, étiquetés comme des tickets modérateurs médicaux. Mais regardez ce qui se passe quand vous avez 18 ans. Les chiffres ont grimpé de façon spectaculaire. 2000, 3500, 4200 € par mois. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à travailler à plein temps, explique Maître Leclerc. Ils ont intensifié le vol pour correspondre à l'augmentation de vos revenus. Combien au total, je demande. Jusqu'à présent, j'ai tracé 847 000 €. La pièce tourne. 800 000 €? Et je n'ai pas fini. C'est juste ce que j'ai trouvé le premier jour. Émile clique sur un autre écran. Regardez ça. Chaque fois que vous aviez une augmentation ou une prime, vos frais médicaux augmentaient mystérieusement du même montant. Ils surveillaient mes fiches de paie? Plus que ça. Ils étaient en contact avec votre service des RH, prétendant gérer vos aménagements médicaux. Ils savaient exactement combien vous gagnez avant vous. Maître Leclerc fait glisser un dossier sur la table. Nous avons récupéré vos dossiers d'emploi de chaque travail que vous avez eu. Vos parents ont soumis des restrictions médicales à chaque employeur, limitant vos heures, empêchant les promotions, bloquant les heures supplémentaires. Je feuillette les documents. Lettre après lettre, toutes signées par mes parents, toutes prétendant que j'étais trop malade pour des responsabilités professionnelles normales. La promotion Julien que vous avez mentionnée. Vous étiez la meilleure candidate, mais vos parents ont soumis une lettre disant que le stress serait dangereux pour votre cardiopathie. Je n'ai pas de cardiopathie. Non, mais ils ont convaincu votre employeur que si. Vous avez perdu une augmentation de salaire de 15 000 €. Mon téléphone vibre. Texto de maman, chérie, où es-tu? Tu as manqué ton temps de repos de l'après-midi. Appelle-moi. Je montre le message à Maître Leclerc. Ils essaient toujours de me contrôler. Plus pour longtemps. Elle sort un épais document juridique. C'est une lettre de mise en demeure. Elle exige qu'il cesse tout accès financier à vos comptes et restitue chaque euro volé dans les 30 jours. Et s'il refuse? Alors nous déposons des plaintes au pénal et une action en justice au civil simultanément. Émile tourne son moniteur vers moi. J'ai également trouvé des preuves de fraude à l'assurance. Il dépose de fausses demandes médicales en votre nom depuis des années. La fraude à l'assurance est un crime fédéral, ajoute Maître Leclerc. Vos parents pourraient encourir jusqu'à 20 ans de prison. Mon téléphone sonne. Encore maman. Répondez, dit Maître Leclerc, mais mettez-le en haut-parleur. Nous devons documenter leur comportement. Je réponds à contre-cœur. Salut maman. Manon, où es-tu? J'étais morte d'inquiétude. Tu sais que tu n'es pas censé sortir aussi longtemps sans surveillance. Maître Leclerc hausse les sourcils et commence à enregistrer sur son téléphone. Je vais bien, maman.
Je fais juste des courses. Quel genre de courses? Tu aurais dû me demander d'abord. Et si tu faisais une crise? Quel genre de crise? Tu sais, un de tes malaises. Ta glycémie chute, tu deviens confuse. Tu te souviens de ce qui s'est passé le mois dernier? Je ne me souviens de rien qui se soit passé le mois dernier, mais je joue le jeu, je me sens bien. C'est ce que tu dis toujours juste avant de t'effondrer. Rentre immédiatement. Je te prépare ta soupe spéciale. En fait, je risque d'être en retard. Je rencontre des gens pour le travail. Des gens du travail? Manon, tu sais que tu ne peux pas gérer le stress au travail. Tu te souviens de ce que le docteur Dubois a dit à propos de ton trouble anxieux? Maître Leclerc griffonne une note. Il n'y a pas de docteur Dubois. Quel docteur Dubois? Je demande. Ton docteur Dubois. Ne sois pas idiote, chérie. Tu te perds encore. C'est exactement pourquoi tu dois rentrer à la maison. Maman, peux-tu me donner le numéro de téléphone du docteur Dubois? Je veux prendre un rendez-vous de suivi. Longue pause. Je vais devoir le chercher. Rentre juste à la maison, ma chérie. Papa s'inquiète aussi. Elle raccroche. Maître Leclerc arrête l'enregistrement. Parfait, dit-elle. Elle vient d'admettre sur bande que vous avez un trouble anxieux et des problèmes de glycémie qui causent confusion et effondrement. Toutes des affections qui n'existent pas dans vos dossiers médicaux. Elle a également fait référence à un médecin qui n'existe pas, ajoute Émile. Cet enregistrement à lui seul est une preuve de fraude continue. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est Camille. Maman dit que tu agis bizarrement. Tout va bien? Je fixe le message. Ma sœur. Celle qui a vécu de mon argent volé pendant des années. Est-ce que Camille sait? Je demande à Maître Leclerc. C'est ce que nous devons découvrir. Elle est soit une victime, soit une complice. Comment le savoir? On lui demande. Maître Leclerc sort un autre téléphone. Je vais demander à un enquêteur de l'approcher. Une conversation décontractée, voir ce qu'elle révèle. Et si elle prévient mes parents? Alors nous saurons qu'elle est complice. Je réponds à Camille par texto, juste fatigué. Des trucs de boulot. On peut parler plus tard? Elle répond immédiatement, bien sûr. Tu veux prendre un café demain? J'ai des nouvelles. Quel genre de nouvelles? J'achète un appartement. J'ai enfin trouvé l'endroit parfait. Maman et papa m'aident avec la compte. Mon sang se glace. Combien? 50 000 €. Ils sont si généreux. Ils ont dit que c'est un héritage anticipé. Je montre les messages à Maître Leclerc et Émile. Ils échangent des regards sombres. Elle sait, dit Maître Leclerc doucement. Personne ne reçoit un héritage anticipé de 50 000 € sans poser de questions. Donc, toute ma famille est dans le coup? On dirait bien. Je fixe les messages de Camille. Ma petite sœur, que j'ai toujours protégée, pour qui j'ai toujours trouvé des excuses. Elle a dépensé mon argent volé en vêtements de marque en vacances européennes pendant que j'étais piégé dans une prison de fausse maladie. Qu'est-ce qui lui arrive? Cela dépend de la profondeur de son implication. Si elle a juste dépensé l'argent sans savoir d'où il venait, elle pourrait seulement faire face à une responsabilité civile. Mais si elle a activement participé à la fraude, elle pourrait aussi aller en prison. Oui. Je pense à toutes les fois où Camille s'est plainte de mon traitement spécial, à quel point elle a toujours été jalouse de l'attention que ma maladie m'apportait. Elle savait exactement ce qui se passait. Je veux la confronter d'abord. Avant de signifier les papiers. Manon, ce n'est pas conseillé. Elle pourrait avertir tes parents, détruire des preuves. C'est toujours ma sœur. Je veux lui donner une chance de faire ce qui est juste. Maître Leclerc soupire. Si vous êtes déterminé à le faire, nous le faisons à ma manière. Environnement contrôlé, tout enregistré, et vous suivez mon script à la lettre. D'accord. Et Manon, après-demain, il n'y aura plus de retour en arrière. Une fois que nous aurons signifié ces papiers, votre famille ne vous pardonnera jamais. Je regarde les preuves étalées sur la table. 800 000 €. 16 ans de mensonges. Une vie d'opportunités volées. Ils ne m'ont jamais aimé de toute façon. Ils aimaient ce que je pouvais leur donner. Alors, assurons-nous qu'ils le rendent.
Émile imprime un résumé de ses conclusions. Prenez ça chez vous, étudiez-le. Demain, quand vous parlerez à votre sœur, vous saurez exactement combien elle vous a coûté. Je plie les papiers et les mets dans mon sac à main. Demain, je vais découvrir s'il me reste une famille qui vaille la peine d'être sauvée. Mais je ne me fais pas d'illusions. Je rencontre Camille à son café préféré du centre-ville. Elle est déjà là quand j'arrive, faisant défiler son téléphone et sirotant un latte à 7 €. Son sac à main de créateur est posé sur la table, celui qu'elle a acheté à Paris le mois dernier. Tu as l'air différente, dit-elle alors que je m'assois. Moins pâle. Je me sens mieux ces derniers temps. C'est super. Maman s'inquiétait que tu fasses une autre crise hier. Je sors mon téléphone et commence à enregistrer, le gardant caché sous une serviette. Les instructions de Maître Leclerc résonnent dans ma tête, laisse-la parler. N'accuse pas, rassemble juste des informations. Parle-moi de l'appartement, je dis. Son visage s'illumine. Il est parfait. 2 chambres, comptoir en granit, vue sur le centre-ville. Le vendeur a accepté mon offre hier. Un acompte de 50 000 €, c'est beaucoup. Je sais, n'est-ce pas? J'ai tellement de chance. Maman et papa économisent pour mon avenir. Elle prend une autre gorgée de son latte. Ils ont dit qu'il vaut mieux investir dans l'immobilier que de laisser de l'argent dormir. Quel argent? Tu sais, les économies de la famille. Papa a toujours été bon en investissement. Camille, d'où penses-tu que cet argent vient? Elle hausse les épaules. Du travail de papa. Du travail à temps partiel de maman. D'une gestion budgétaire rigoureuse. Ils ont toujours été intelligents avec l'argent. Maman travaille à temps partiel dans une boutique de cadeaux. Papa est cadre moyen. Comment penses-tu qu'ils ont économisé 50 000 €? Je ne sais pas, Manon. Je ne m'inquiète pas de leurs finances. Elle a l'air agacée. Pourquoi es-tu bizarre à ce sujet? Parce que je pense que cet argent vient de moi. Que veux-tu dire? Je sors l'un des résumés financiers d'Émile et le fais glisser sur la table. Ceci montre des virements de mes frais médicaux allant vers ton fonds fiduciaire. Camille jette un coup d'œil au papier, puis le repousse. Je ne comprends rien au truc financier. Ce n'est pas compliqué. Chaque mois, mes chèques de paie servent à payer des traitements médicaux dont je n'ai pas besoin. Cet argent est transféré sur tes comptes. C'est faux, Manon. Tu as été malade toute ta vie. Vraiment? Quand m'as-tu vu réellement malade pour la dernière fois? Elle ouvre la bouche, puis la ferme. Tu es toujours fatigué. Parce que je travaille à plein temps pendant que tu travailles à temps partiel et vis comme une millionnaire. Je travaille dur aussi. 20 heures par semaine dans une boutique, ce n'est pas travailler dur, Camille. Son visage rougit. Ce n'est pas parce que tu es jalouse de mon style de vie que... Jalouse? J'ai payé pour ton style de vie. Le café devient silencieux. D'autres clients nous regardent. Camille regarde autour d'elle nerveusement. Baisse la voix, sifflate-t-elle. Pourquoi? Gêné que les gens découvrent la vérité? Quelle vérité? Tu fais une sorte de dépression. Je sors mon téléphone et lui montre les résultats des tests du docteur Moreau. Je ne suis pas malade. Je ne l'ai jamais été. Maman et papa me mentent depuis 16 ans. Camille fixe l'écran. Pour la première fois, elle semble incertaine. Ça ne peut pas être vrai. C'est tout à fait vrai. Et tu le sais. Je ne sais rien. Camille, tu as vécu avec moi toute ta vie. M'as-tu déjà vu prendre des médicaments? M'as-tu déjà vu avoir une urgence médicale? M'as-tu déjà vu réellement malade? Elle reste silencieuse un long moment. Tu as toujours semblé fragile. Parce que c'est ce qu'ils t'ont dit de penser. Manon, même si tu n'es pas aussi malade que nous le pensions, cela ne signifie pas que maman et papa t'ont volé. Ils se sont toujours occupés de toi. Ils se sont occupés d'eux-mêmes. Et de toi. Je lui montre un autre document. Ce sont tes frais de scolarité, payés par des virements de mon fonds médical. Tes paiements de voiture. Tes cartes de crédit. Tes vacances européennes. Tout payé avec de l'argent volé sur mon dos. Les mains de Camille se mettent à trembler. Je ne savais pas, tu ne savais pas, ou tu ne voulais pas savoir? Je n'ai pas demandé d'où venait l'argent. Mais tu l'as dépensé quand même. Ce sont mes parents.
Je leur faisais confiance. Ce sont aussi mes parents. Et ils ont détruit ma vie pour financer la tienne. Des larmes commencent à couler sur son visage. Que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas rendre des voyages que j'ai déjà faits. Tu peux dire la vérité. Tu peux admettre ce qui s'est passé. Et ensuite? On va tous en prison. Tu n'iras peut-être pas en prison si tu coopères. Mais maman et papa, ils vont tomber de toute façon. Camille essuie ses yeux avec une serviette. De combien d'argent parle-t-on? Presque 1 million d'euros. Elle devient complètement blanche. 1 million? 847 000 jusqu'à présent. L'expert comptable judiciaire de mon avocate compte toujours. Ton avocate? Maître Leclerc. Elle est spécialisée dans l'abus financier familial. Tu as engagé une avocate contre ta propre famille. Ma famille a engagé une avocate contre moi il y a 16 ans. Ils ne me l'ont juste pas dit. Camille fixe les documents financiers étalés sur notre table. Que se passe-t-il maintenant? Demain, nous signifions à maman et papa une lettre de mise en demeure. Ils ont 30 jours pour rendre chaque euro, ou nous déposons des plaintes au pénal. Des plaintes au pénal. Escroquerie, fraude à l'assurance, abus de faiblesse. Il pourrait prendre 20 ans. Manon, s'il te plaît. Ce sont nos parents. Nos parents sont des criminels. Elle se met à pleurer plus fort. Et moi? Et mon appartement? Et ma vie? Et les 16 ans que j'ai perdus à croire que j'étais mourante? Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Mais tu savais que quelque chose n'allait pas. Tu devais le savoir. Elle hoche lentement la tête. Parfois, je me demandais comment il pouvait se permettre autant pour moi alors que tu étais censé coûter si cher à entretenir. Mais je ne voulais pas poser de questions. Parce que tu aimais l'argent. Parce que j'avais peur de la réponse. Je me penchais en avant. Camille, je vais te donner une chance. Une seule opportunité de faire ce qui est juste. Que veux-tu dire? Aide-moi. Témoigne de ce que tu savais, quand tu l'as su. Aide-moi à prouver ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas témoigner contre maman et papa. Alors tu les choisis eux plutôt que moi. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple. Soit tu es une victime qui a été manipulée, soit tu es une complice qui a aidé à voler ta sœur. Elle me fixe longuement. Et si je t'aide? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu rembourses ce que tu peux. Tu témoignes honnêtement. Et peut-être que tu évites la prison. Et si je ne le fais pas? Alors tu tombes avec eux. Camille ferme les yeux. Quand elle les rouvre, ils sont remplis de larmes. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as jusqu'à demain matin. C'est à ce moment-là que nous signifions les papiers. Je me lève et rassemble mes documents. Camille, pour ce que ça vaut, je suis désolé que ça en soit arrivé là. Vas-tu vraiment détruire notre famille pour de l'argent? Je ne détruis rien. J'empêche juste qu'ils me détruisent. Je m'éloigne, la laissant assise seule avec son latte à 7 € et sa conscience coupable. Mon téléphone vibre alors que j'atteins ma voiture. Texto de Maître Leclerc, comment ça s'est passé? Je réponds par texto, elle sait. Elle a toujours su. Alors elle a fait son choix. Êtes-vous prête pour demain? Je regarde par la fenêtre du café. Camille est toujours assise à notre table, fixant les documents financiers. Je suis prête. Demain, mes parents reçoivent leur facture. J'arrive devant la porte d'entrée de mes parents à 10 heures précises, portant une enveloppe Kraft assez épaisse pour s'étouffer avec. Maître Leclerc est garé de l'autre côté de la rue dans sa voiture, enregistrant tout par la fenêtre. Émile est assis à côté d'elle avec une caméra. Je ne frappe pas. J'utilise ma clé et j'entre directement dans le salon où maman et papa prennent leur café du matin. Manon. Maman sursaute. Tu nous as fait peur. Pourquoi n'as-tu pas frappé? Parce que c'est toujours ma maison aussi. Du moins, jusqu'à ce que vous finissiez de tout me voler. Papa pose sa tasse de café. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles agitée. Je place l'enveloppe sur leur table basse. Elle atterrit avec un bruit sourd satisfaisant. Qu'est-ce que c'est? Demande maman. Votre facture. Papa tend la main vers l'enveloppe, mais je mets ma main dessus. Avant que vous n'ouvriez ça, je veux que vous sachiez tous les deux que je sais tout.
Les faux dossiers médicaux, les chèques de paie volés, la fraude à l'assurance. Tout. Le visage de maman pâlit. Manon, je ne sais pas ce que tu penses avoir découvert, mais... J'ai découvert que le docteur Fournier est mort il y a 9 ans. J'ai découvert que vous m'avez volé presque 1 million d'euros. J'ai découvert que vous déposiez de fausses demandes d'assurance en mon nom. C'est ridicule, dit papa, mais sa voix tremble. Vraiment? Alors expliquez ça. Je sors mon téléphone et joue l'enregistrement de l'appel d'hier. La voix de maman emplit la pièce. Tu te souviens de ce que le docteur Dubois a dit à propos de ton trouble anxieux? Qui est le docteur Dubois, maman? Sait-on? C'est le médecin qui. Il n'existe pas. Tout comme mon trouble anxieux. Tout comme mon anémie. Tout comme chaque affection que vous avez jamais prétendu que j'avais. Papa se lève. Manon, tu fais clairement une sorte de crise. Laisse-nous appeler un docteur. Appeler qui, papa? Appeler quel faux docteur? Maman s'assoit lourdement. Tu ne comprends pas. Nous avons fait ça pour toi. Vous m'avez fait ça à moi. Nous t'avons protégé. Nous t'avons gardé en sécurité. Vous m'avez gardé prisonnière pour pouvoir voler mon argent. Ce n'était pas du vol, la voix de papa se brise. C'était de l'argent familial. Nous l'avons utilisé pour les dépenses familiales. Des dépenses familiales comme la BMW de Camille. Ses vacances européennes? Son acompte de 50 000 € pour un appartement. Maman et papa échangent un regard. Le même regard que j'ai vu toute ma vie quand ils pensent que je suis trop stupide pour remarquer. Comment sais-tu pour l'appartement? Demande maman doucement. Parce que je ne suis pas la petite fille confuse et malade que vous prétendiez que j'étais. Je suis une femme adulte qui a engagé une avocate et un expert comptable judiciaire. Je fais glisser l'enveloppe vers eux. Ouvrez-la. Les mains de papa tremblent alors qu'il la déchire. Il sort la lettre de mise en demeure, l'analyse financière et un décompte détaillé de chaque euro volé. 847 000 €, dis-je. C'est ce que vous me devez. Plus les intérêts. Plus les dommages-intérêts punitifs. Plus mes frais de justice. Maman se met à pleurer. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Vous avez voulu me contrôler. Vous avez voulu me voler. Vous avez voulu détruire ma vie pour pouvoir financer celle de Camille. Camille avait besoin d'opportunités. J'avais besoin d'opportunités. J'avais besoin d'une vie. J'avais besoin de parents qui ne me mentaient pas chaque jour. Papa lève les yeux des papiers. Que veux-tu de nous? Je veux chaque euro en retour. Je veux que vous admettiez ce que vous avez fait. Et je veux que vous en assumiez les conséquences. Nous ne pouvons pas rembourser ça, murmure maman. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Alors vous vendrez la maison. Vous liquiderez vos comptes de retraite. Vous prendrez des deuxièmes emplois. Vous ferez tout ce qu'il faudra. Manon, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. De vrais parents ne font pas ça à leurs enfants. La porte d'entrée s'ouvre. Camille entre, l'air de ne pas avoir dormi. J'ai entendu crier, dit-elle doucement. Timing parfait, dis-je. Dis-leur ce que tu m'as dit hier. Camille regarde entre nos parents et moi. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Dis-leur que tu savais que l'argent venait de moi. Je ne savais pas avec certitude. Dis-leur que tu savais que je n'étais pas vraiment malade. Je pensais que peut-être tu n'étais pas aussi malade qu'eux. Dis la vérité, Camille. Elle se met à pleurer. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais que tu n'étais pas vraiment malade. Je savais que l'argent devait venir de quelque part. Maman halète. Camille. Comment as-tu pu? Comment ai-je pu quoi? Comment aurais-je pu ne pas poser de questions quand vous m'avez acheté une voiture qui valait plus que ce que Manon gagne en un an? Comment aurais-je pu ne pas me demander pourquoi ma sœur malade travaille à plein temps pendant que je travaille à temps partiel et vis comme une princesse? Papa s'affale sur sa chaise. Tout s'effondre. Ça s'est effondré il y a 16 ans, quand vous avez décidé de détruire la vie de votre fille pour de l'argent. Je sors un autre document. Ceci est une plainte pénale. Escroquerie, fraude à l'assurance, abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Je la dépose lundi matin, à moins que vous n'acceptiez une restitution intégrale. Nous avons besoin de temps, commence maman. Vous avez eu 16 ans.
Vous avez 30 jours pour rendre mon argent, ou vous allez en prison. Et Camille, demande papa. Je regarde ma sœur. Cela dépend si elle coopère avec l'enquête ou si elle continue de mentir pour vous protéger. Camille essuie ses yeux. Que veux-tu que je fasse? Dis la vérité. Tout. Quand tu as suspecté pour la première fois que je n'étais pas malade. Quand tu as réalisé d'où venait ton argent. Tout. Et si je fais ça? Alors peut-être que tu évites la prison. Peut-être que tu dois juste rembourser ce que tu peux. Et vivre avec la culpabilité. Maman se lève soudainement. Je ne te laisserai pas détruire cette famille. Je ne détruis rien. Je vous empêche juste de me détruire. Espèce de petite ingrate. Attention, maman. Mon avocate enregistre cette conversation depuis l'autre côté de la rue. Maman regarde par la fenêtre et voit la voiture de Maître Leclerc. Son visage s'effondre. 30 jours, je répète. Restitution intégrale ou poursuite pénale. À vous de choisir. Je me dirige vers la porte, puis me retourne. Oh, et je déménage aujourd'hui. J'ai déjà trouvé un appartement. Un vrai appartement, payé avec mon propre argent. Où je peux vivre ma propre vie. Manon, s'il te plaît. Commence papa. Gardez ça pour vous. Vous avez dit assez de mensonges pour une vie entière. Je sors de la maison où j'ai été prisonnière pendant 28 ans. Maître Leclerc sort de sa voiture alors que j'approche. Comment vous sentez-vous? Je regarde en arrière vers la maison. Par la fenêtre, je vois ma famille se disputer, essayant probablement de trouver comment rejeter la faute sur moi. Libre, dis-je. Pour la première fois de ma vie, je me sens libre. Bien. Parce que maintenant, le vrai travail commence. Je monte dans sa voiture et nous partons. Dans le rétroviseur, je regarde la maison de mon enfance disparaître. Je ne veux plus jamais la revoir. Les marches du palais de justice sont glissantes à cause de la pluie du matin, mais je les monte d'un pas assuré avec mes nouveaux talons. De vrais talons, achetés avec mon propre argent, sur mon propre compte bancaire. Derrière moi, Julien porte une boîte de preuves tandis que Léa tient un parapluie au-dessus de nous deux. Prête pour ça, demande Maître Leclerc alors que nous atteignons l'entrée. Je suis prête depuis 28 ans. À l'intérieur, la salle d'audience est bondée. Les équipes de télévision locales bordent la rangée du fond, les affaires d'abus financiers impliquant de fausses conditions médicales font apparemment de la bonne télévision. Mes parents sont assis à la table des accusés avec leur avocat commis d'office, l'air plus petit que je ne les ai jamais vus. Camille est assise dans la galerie, seule. Elle porte une simple robe noire au lieu de ses habituels vêtements de marque. L'affaire de l'appartement est tombée à l'eau lorsque la banque a découvert que la compte provenait de sources frauduleuses. Le juge appelle l'affaire « L'État contre Martine et Jean Dupont ». Accusation d'escroquerie, de fraude à l'assurance et d'abus de faiblesse. Le procureur se lève. Votre honneur, les accusés ont systématiquement escroqué leur propre fille pendant 16 ans, volant plus de 847 000 € tout en la convainquant qu'elle était gravement malade. Comment plaident les accusés? L'avocat de mes parents se lève lentement. Coupable, votre honneur. Pour toutes les accusations. Un murmure parcourt la salle d'audience. Je sens Léa me serrer la main. Mademoiselle Dupont, s'adresse le juge à moi, souhaitez-vous faire une déclaration de la victime? Je me lève et me dirige vers le pupitre. Mes parents ne me regardent pas, votre honneur, pendant 16 ans, j'ai cru que j'étais mourante. J'ai abandonné des rêves, des relations et des opportunités parce que je pensais que j'étais trop malade pour vivre une vie normale. Je travaillais à plein temps, mais je vivais comme une enfant à charge parce que chaque euro que je gagnais allait à de faux traitements médicaux. Maman se met à pleurer doucement. J'ai perdu ma vingtaine à cause de ce mensonge. J'ai perdu mon indépendance, ma confiance et ma foi dans les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Mais je n'ai pas perdu ma vie. Et je n'ai pas perdu mon avenir. J'ai 28 ans. Je suis en parfaite santé. Et je suis enfin libre de vivre selon mes propres termes. Je me tourne pour regarder directement mes parents. J'espère que vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin. Mais j'espère aussi que vous comprenez que les actions ont des conséquences, même lorsque la famille est impliquée. Je me rassois. Le juge examine les recommandations de peine. Martine Dupont, vous êtes condamnée à 4 ans de prison, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve. Jean Dupont, vous recevez la même peine.
Vous êtes tous les deux condamnés à payer une restitution intégrale de 847 000 euros, plus les intérêts et les frais de justice, totalisant 1,2 million d'euros. Papa s'effondre sur sa chaise. Les pleurs de maman se transforment en sanglots. De plus, les deux accusés sont définitivement interdits d'accéder à tout compte financier, police d'assurance ou dossier médical appartenant à la victime. Le marteau tombe. C'est fini. Dehors, au palais de justice, les journalistes crient des questions. Maître Leclerc s'en occupe pendant que je me dirige vers ma voiture avec Julien et Léa. Un verre, suggère Léa. On devrait fêter ça. En fait, j'ai autre chose à faire. Je traverse la ville jusqu'à l'école élémentaire Rivebelle, où je me suis porté volontaire pour parler à un groupe de travailleurs sociaux de la reconnaissance de l'abus médical dans les familles. Cela fait partie de ma nouvelle vie, utiliser mon expérience pour aider d'autres personnes qui pourraient être piégées comme je l'ai été. La présentation se passe bien. Après, une jeune travailleuse sociale s'approche de moi. Merci d'avoir partagé votre histoire. J'ai un cas qui ressemble au vôtre. Une adolescente dont les parents prétendent qu'elle a de multiples affections chroniques, mais quelque chose cloche. Faites confiance à votre instinct, je lui dis. Et documentez tout. Mon téléphone vibre alors que je pars. Texto d'un numéro inconnu, c'est Camille. Je sais que tu ne veux probablement plus entendre parler de moi, mais je voulais que tu saches que j'ai témoigné honnêtement à l'audience de détermination de la peine. Je suis suivi par un conseiller et j'essaie de trouver comment arranger les choses. Je n'attends pas de pardon, mais je suis désolé pour tout. Je fixe le message pendant un long moment, puis tape en retour, merci d'avoir dit la vérité. C'est un début. Je n'en vois rien d'autre. Peut-être qu'un jour nous pourrons reconstruire une sorte de relation, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit d'aller de l'avant. Mon appartement est petit, mais c'est le mien. Une chambre, une petite cuisine et un salon avec des fenêtres qui s'ouvrent vraiment. Personne ne surveille mes allées et venues, personne ne remet en question mes niveaux d'énergie ou ne suggère que j'ai besoin de repos. Personne ne vole mon courrier ou ne contrôle mon compte bancaire. Julien frappe à ma porte à 19h avec des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré. « Comment ça va ?» demande-t-il alors que nous mangeons sur mon canapé. Bizarre. Bien bizarre. Mais bizarre. J'enroule des nouilles autour de ma fourchette. J'attends toujours que quelqu'un me dise que je ne peux pas faire quelque chose à cause de ma santé. Et maintenant ? Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Mon ordinateur portable sonne avec une notification par email. C'est de Maître Leclerc, paiement de restitution numéro 1 reçu, 47 000 euros. Produit de la vente de la maison. D'autres suivront. Je montre l'email à Julien. Il paie vraiment. Bien sûr qu'il paie. Ils n'ont pas le choix. Mon téléphone sonne. Le cabinet du docteur Moreau. Mademoiselle Dupont ? Les résultats de votre examen physique annuel sont arrivés. Tout semble parfait. Tension artérielle, cholestérol, tous vos niveaux sont excellents. Merci. Je dois vous demander. Comment vous adaptez-vous à tout ça ? Mieux que prévu. Il s'avère qu'être en bonne santé, c'est plutôt génial. Il rit. J'imagine. Prenez soin de vous. Après le départ de Julien, je m'assois sur mon canapé avec une tasse de thé et mon ordinateur portable. J'ai pensé à créer un blog, partager mon histoire, entrer en contact avec d'autres survivants d'abus financiers familial. Peut-être aider les gens à reconnaître les signes avant qu'ils ne perdent 16 ans comme moi. J'ouvre un nouveau document et commence à taper, je m'appelle Manon, et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais que j'étais mourante. Ce n'était pas le cas. J'étais juste en train de me faire voler. Les mots coulent facilement. Pour la première fois de ma vie, je raconte ma propre histoire, avec mes propres mots. Dehors, par ma fenêtre, les lumières de la ville scintillent. Quelque part là dehors, mes parents commencent leur peine de prison. Ailleurs, Camille essaie de comprendre comment vivre sans argent volé. Mais je suis ici, dans mon propre appartement, en bonne santé et libre, et enfin maîtresse de ma propre vie. J'écris jusqu'à minuit, puis j'enregistre le document et je ferme mon ordinateur portable. Demain, je le relirai. Peut-être que je le publierai. Peut-être que j'aiderai quelqu'un d'autre qui est piégé dans un tissu de mensonges déguisé en amour. Ce soir, je vais juste dormir paisiblement dans mon propre lit, dans ma propre maison, avec mon propre avenir qui s'étend devant moi. En bonne santé, enfin,
de toutes les manières qui comptent.